Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel entretien de 30 minutes avec. Je suis Rama Saladin et dans cette émission, nous parlons des questions d'actualité avec des décideurs, des chercheurs, des universitaires, des activistes, des citoyens ordinaires sur les questions d'intérêt pour tout le continent africain. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Madame Mariama Sonko, qui n'est plus à présenter, en tout cas dans le monde de l'agroécologie. Madame Sonko nous a fait l'honneur et le plaisir de parler avec nous aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés à l'Assemblée des femmes africaines sur le climat, qui se tient du 7 au 11 octobre 2024 à Saly. Alors Madame Sonko, je vais vous laisser vous présenter à nos interlocuteurs, à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à l'agroécologie? Merci beaucoup, Rama. C'est Madame Mariama Sonko. Je suis une femme rurale, membre d'une association de base dénommée AJAC, qui est au niveau du sud du Sénégal, dans la région de Ziguinchor. Et cette structure AJAC est membre d'un mouvement panafricain appelé Nous sommes la solution, célébrant l'agriculture familiale africaine, où j'occupe le poste de présidence de ce mouvement qui est actuellement dans 8 pays, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, le Mali et le Sénégal. Donc, comment est-ce que ce mouvement a-t-il été mis sur place? Ce mouvement a été mis en place par l'introduction de la révolution verte en Afrique. Cette révolution verte en Afrique a été portée par deux firmes internationales, à savoir la fondation Melinda et Bill Gates et la fondation Rockefeller. Cette révolution verte a commencé par l'Inde. Et après cette révolution en Inde, ça a eu à faire beaucoup de dégâts. Même il y a eu des suicides. 5000 paysans nantis se sont suicidés parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes autour de cette révolution verte. Et quand cet événement a eu en Inde, l'État indien a demandé à ces firmes de se retirer parce que c'était l'introduction des OGM. Et les semences OGM, en ce moment, les paysans ne savaient pas que la contamination se faisait par le vent, par l'air. Et donc, c'est comme ça que les autres paysans ont été vraiment victimes d'un fait qui n'était pas vraiment leurs actions. Et cela a vraiment poussé à l'État indien, avec l'appui de ces firmes, à condamner ces paysans, soi-disant qu'ils ont volé des semences qu'ils n'ont pas accepté de prendre tout au début. Et par malchance, ils ont eu à faire des analyses et ils ont trouvé les gènes de ces OGM au niveau de leurs semences, alors que c'était leur propre semence. Il y avait eu une contamination. Mais en ce moment-là, l'amende qui a été vraiment infligée à ces paysans a permis vraiment de tout dévaster comme bien auprès de ces paysans jusqu'à ce qu'ils se sont suicidés. Après cela, l'État indien a demandé à ce que ces fondations vraiment essayent de quitter parce que les populations se sont révoltées. Et ils ont dit, comme vous les Indiens, vous ne voulez pas cette révolution verte, nous allons partir en Afrique et là-bas ils vont nous accueillir. Comme il y a eu des organisations paysannes en Inde qui étaient en contact avec les organisations paysannes africaines, ils ont eu à informer vraiment le mal qui s'était tombé sur eux. Et ils ont demandé aux organisations africaines de trouver une solution à ça. Parce que sinon, ça peut être pire que ce qu'eux, ils ont vécu. Donc, l'information était arrivée vers 2006. Entre 2006 et 2009, vraiment, il y a eu une consultation entre les leaders des organisations paysannes de la société civile et des ONG du Sénégal autour de l'introduction de cette révolution verte par Agra. Et après cela, puisque
la société civile ne peut pas lutter contre nos États. Donc, ils ont dit qu'ils vont trouver une stratégie qui va peut-être anéantir ou bien réduire vraiment l'impact de ce programme en Afrique. Et en ce moment-là, il y a eu des organisations féminines qui étaient au moment de cette consultation. Et ils se sont entendus qu'ils vont faire une campagne de sensibilisation parce qu'aujourd'hui, le constat qui a été fait, les programmes que nos États déroulent sont mis en œuvre par les paysans à la base, ceux qui mettent même la main dans la pâte. Donc, ces leaders ont dit il faut qu'on retourne à la base pour aller parler à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, à nos femmes des impacts négatifs de ce programme qui veut entrer en Afrique. Et si ces gens nous comprennent et qu'ils acceptent vraiment d'abandonner toutefois que ce programme arrive, qu'ils ne prennent pas tout ce qu'on leur propose, nous allons trouver la solution de notre problème. Parce que leur problème, comment contrecarrer l'introduction de la révolution verte. Donc le mot « nous sommes la solution » vient de là. Donc en 2010, ils ont donné au ROPA le droit de lancer la campagne globale « Nous sommes la solution ». Et jusqu'en fin 2010, le ROPA n'a pas pu lancer la campagne. Le ROPA, c'est le rassemblement des organisations paysannes ouest-africaines. Voilà. Donc, les organisations femmes qui étaient dans le lot, en fin 2010, ils ont dit non, nous, on ne peut pas rester ce fléau-là guetter l'Afrique. Alors que chaque fois qu'il y a des aléas, nous sommes les premiers victimes. Donc, nous, femmes, nous allons prendre l'engagement de commencer une campagne parallèle parce que nous savons que c'est nos sœurs qui sont dans la pratique agricole. Elles sont les motrices du développement rural. Donc, nous allons parler à nos sœurs, nous allons parler à nos filles, nous allons parler à nos enfants, à nos maris, à nos frères. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné la capacité de pouvoir amener tout le monde si nous voulons. Ou bien nous aimons la chose, on peut amener tout le monde avec nous. Donc, allons parler à ces sœurs. En attendant que la campagne globale démarre, on revient pour qu'on puisse aller ensemble. Et Fahamou Africa, qui est une ONG basée à Nairobi, mais qui a une antenne à Dakar, a pris la décision d'accompagner cette campagne femme. Et ils ont eu à faire le lancement en 2011 durant le Forum social mondial à Dakar, avec 12 associations de femmes au niveau de 5 pays en Afrique de l'Ouest, à savoir le Sénégal, le Mali, le Burkina, la Guinée et le Ghana. Donc, après ce lancement, on a déroulé vraiment des séances de formation, de renforcement de capacité, de communication, de forums, de forats, de plaidoyer durant 3 ans. Et ensuite, Fahamou, qui est vraiment le partenaire technique qui nous accompagnait, nous a dit il faut qu'on fasse une évaluation pour voir l'état d'avancement de notre cause. Et de 12 associations, en 2014, on s'est retrouvé avec plus de 500 associations qui ont adhéré, drainant 175 000 membres. Donc on s'est dit, tiens, on est écouté. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes sur la bonne voie. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit qu'on ne va pas arrêter cette campagne-là. On va ériger la campagne en mouvement, puisque la campagne a une durée de vie de 3 ans, donc un mouvement à plus de 100 ans. Donc on s'est érigé en mouvement, mais tout en conservant les 3 objectifs qu'on avait visés durant la campagne. Donc le premier objectif, c'est vraiment promouvoir les savoirs et savoir-faire paysans qui ont longtemps soutenu la souveraineté alimentaire en Afrique, à savoir la pratique agroécologique, la préservation des semences paysannes, les systèmes agricoles africains. Donc, ensuite, le deuxième objectif, c'est vraiment arriver à influencer nos décideurs pour une meilleure gouvernance agricole. Le troisième objectif, c'est valoriser les produits qui sont issus de l'agriculture familiale africaine ou de la pratique agroécologique. Donc, c'est sur ces 3
objectifs que nous travaillons jusqu'à nos jours. Et par rapport à ce travail que nous sommes en train de faire, après cette évaluation, nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, nous pensons que nous devons mettre l'accent sur des actions concrètes que de continuer sur des communications. Parce qu'on pense, pour convaincre, il faudrait qu'on démontre aux gens tout ce que nous disons par rapport à l'agroécologie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes surtout dans l'expérimentation des fermes intégrées agroécologiques où nous sommes en train d'implanter tous les domaines qui sont au niveau du monde rural. Et alors, je vais juste vous demander maintenant, comment est-ce que Mme Maria Sonko, vous avez expliqué le processus de germination de ce mouvement. Comment est-ce que vous, votre parcours personnel a coïncidé avec ce long processus et comment vous vous êtes retrouvé à la tête de Nous sommes la solution? Merci beaucoup, ma maman Rama. Parce que ma maman s'appelle Ramatoulaye, donc vraiment je te dois beaucoup de respect et de considération. Donc par rapport à mon parcours, moi j'ai été une fille d'un paysan, d'une famille vraiment paysan. Et durant toute mon enfance, vraiment, j'ai grandi dans le monde rural. Mais j'avais une homonyme, Lébou, qui à chaque fois, après les vacances, je venais à Dakar, passer les vacances avec mon homonyme. Ensuite, je retournais pour aller à l'école parce que mon papa ne voulait pas que je rate l'éducation qu'il voulait m'inculquer. Donc, j'étais entre la ville et le monde rural. Et là, vraiment, Dieu a fait que depuis mon enfance, j'ai toujours eu la chance d'être à la tête de différents mouvements ou organisations depuis mon enfance. Et c'est comme ça que, à l'âge de 14 ans, 15 ans, vraiment, j'ai intégré le mouvement associatif. Parce que là, comme j'étais dynamique, j'étais toujours à la tête des organisations, petites organisations de ma localité. Donc j'étais un peu en avance et les gens avaient plus de confiance par rapport à ce qu'on faisait, les prestations de services, avec des générations. Quand il s'agit de travailler, j'étais toujours au devant. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un grand-père qui était vraiment un grand pratiquant agroécologique. Mais avant, je ne le savais pas. Et j'étais trop proche de mon grand-père. Beaucoup de connaissances aujourd'hui que j'ai acquis, c'est grâce à ce vieux-là. Parce que ce vieux-là, il a eu même à planter des manguiers dans la forêt. Et les gens le prenaient pour un fou. On dit, comment tu peux aller planter des manguiers dans la forêt où personne n'habite? Il a dit non. Il faut qu'on plante les manguiers dans la forêt parce que les singes qui viennent attaquer nos manguiers, s'ils ont de quoi à manger dans la forêt, ils ne viendront pas attaquer nos arbres. Mais là, les gens n'avaient pas compris, on le considérait comme un fou. C'est quand je suis entrée vraiment dans l'agroécologie que j'ai commencé à vraiment percevoir tout ce que mon grand-père me disait et tout ce qu'il faisait. Je me suis dit que donc c'était vraiment un précurseur. Moi, je le prenais comme un savant. Je disais donc mon grand-père était un savant sans qu'on ne le sache. Donc, parce qu'il faisait des choses extraordinaires. Et depuis là, je m'inspirais de tout ce que j'avais comme connaissance. Et je me rapprochais de mes oncles qui travaillaient avec lui au niveau du village pour un peu aussi renforcer ce que je faisais. Mais depuis mon enfance aussi, je n'aimais pas quelqu'un qui m'opprime. J'étais toujours quelqu'une qui voulait que tout soit nickel ou bien que nous soyons tous, on partage nos idées, mais je n'aime pas qu'on me mette de la pression. Au niveau de mon village, donc il y avait une coutume où les filles, à un certain moment, c'est les jeunes qui demandent à ce que vous choisissez chacun son ami. Mais dans mon village, franchement, c'est moi qui l'ai enlevé.
quand ils sont arrivés à notre génération, ils nous ont demandé de choisir chacun un copain. Moi, j'ai dit non. Je ne veux pas avoir un copain dans le village parce que c'est mes frères, c'est mes oncles. Je ne peux pas avoir de copain ici. Ils m'ont dit non, c'est la tradition, il faut le faire. J'ai dit moi, je ne le fais pas. Durant 3 jours, on nous bastonnait. Il fallait voir nos corps avec mes copines. Tu sais, dans le village, si tu es présidente, si tu dis non, même si les autres n'acceptent pas, elles suivent. Donc c'était le problème qui se posait. Quand je disais non, les collègues disent ah, si toi tu dis non, si nous acceptons, c'est parce que c'est nous qui aimons les hommes. Nous aussi on refuse. Donc on nous emmenait, on nous bastonnait, on revenait. À un moment j'ai dit non, attends, je suis en train de faire souffrir mes collègues pour rien. Donc j'ai dit aux jeunes, si c'est comme ça, moi je veux quitter votre jeunesse et je reste chez moi. Mais ce que vous voulez, je ne peux pas le faire. Donc c'est en ce moment-là que les choses ont commencé et les vieux ont commencé à discuter pour dire non, il ne faut pas que vous continuiez à traiter les filles comme ça, essayer de négocier. Et vraiment ça a commencé à réduire à partir de ce moment. Donc j'ai grandi comme ça et quand j'ai eu l'âge de me marier, mon papa est décédé un peu tôt. Donc quand je faisais la première, mes oncles m'ont demandé de prendre un mari. J'ai refusé, j'ai dit non, moi je veux continuer mes études. Mais comme mon papa était décédé, nous on était avec notre maman, c'était un peu dur. Donc ils ont mis la pression sur ma maman pour dire que c'est elle qui ne veut pas les soutenir. Il y avait un ingénieur, mais il était vieux, qui me voulait femme. J'ai dit non, moi je n'aime pas ce gars-là. Donc ils ont dit que je veux couper la chance à la famille, quoi. Parce que puisque c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui va apporter un appui à la famille et j'ai tourné le dos. Donc ma maman m'a soutenue dans ma décision et ça n'a pas plu mes oncles. Et ils ont mis la pression. À un moment, ma maman m'a dit, puisque tu n'aimes pas ces derniers, est-ce que tu peux me présenter quelqu'un pour que nous soyons à l'aise. Toi, tu n'es pas là, tu es à Ziguinchor, tu étudies là-bas. Mais moi, je sais ce que je subis avec tes oncles. S'il te plaît, choisis quelqu'un et tu me le présentes. Et c'est comme ça que j'ai choisi un enseignant avec qui demandait ma main, mais je n'étais pas prête en ce moment. Donc, j'étais obligée de me soumettre. Et là, la malchance est que quand j'ai présenté ce dernier, c'était en pleine scolarité. Ils ont envoyé la cola, ils ont fait le mariage et le même jour, la famille m'a demandé de quitter. La famille. Oui, il faut que je quitte pour que je rejoigne mon mari, puisque je ne veux pas me marier avec l'autre. Eux, ils ne peuvent pas plus me garder à la maison. J'étais obligée de rejoindre mon foyer. Et là, malheureusement pour moi, mon mari était le seul soutien de sa famille. Son papa était un handicapé. Sa maman aussi était une femme malade. Donc, je ne pouvais pas continuer mes études. Et c'est comme ça que j'ai arrêté mes études pour m'occuper de mon ménage. Tout en tentant beaucoup de concours, mais je n'ai pas eu la chance. Et je suis restée 3 ans, j'ai eu ma première fille. Et après, un jour, je me suis levée, j'ai dit non, je ne peux pas étudier jusqu'à ce niveau et devenir une femme de ménage sans rien faire, je ne peux pas. C'est en ce moment-là que la LONASE avait ouvert son première agence à Ziguinchor. Un jour, je me suis levée de chez moi, je suis partie à l'agence. J'ai rencontré le directeur, j'ai dit vraiment, moi je veux avoir une occupation. Même si je n'ai pas une rémunération, mais je veux avoir une occupation parce que tout ce que j'ai étudié, je risque de tout oublier. Il m'a dit, mais tu as quel niveau? J'ai dit, bon, j'étais en première. Il m'a dit, d'accord. Donc, il a appelé ses agents, il m'a demandé de faire des tests. Et quand on m'a donné ces tests, en un clin d'œil, j'ai remis. Le directeur me regarde, il me dit, mais madame, toi, tu ne dois pas être dans les kiosques. Est-ce que tu vas accepter de travailler au bureau? J'ai dit, ne m'amène pas des problèmes ici. Est-ce que tu peux me donner un kiosque où je vais m'exercer et rester là-bas, là où je suis? Parce que j'ai beaucoup de problèmes avec ma famille, la famille de mon mari. Donc, je préfère que tu me laisses là-bas. Et c'est comme ça que le monsieur a accepté. On m'a donné un kiosque, ils m'ont accompagné. J'ai commencé. Quand je suis arrivée, même la famille n'a pas accueilli ça à bras ouverts. Ils m'ont dit que bon,
c'est toi qui as choisi de venir te marier, qui va te faire le ménage, qui va faire la cuisine pour toi. Tu n'as qu'à chercher à voir comment tu vas lier ton travail et le ménage. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est l'année-là, en 90, que j'ai commencé à prendre moi-même une bonne. J'ai dit, même si ce que je gagne, je vais prendre pour payer la bonne, ça vaut mieux que de rester sans rien faire. Et c'est comme ça que j'ai engagé une fille de mon village qui venait travailler pour moi. Et moi, j'allais vendre mon PMI. Quand je descends, je viens la rejoindre. On fait le travail le soir. Les programmes viennent, je continue. Ainsi de suite, jusqu'à 94. Mon mari m'a enlevé du village pour que je le rejoigne là où il enseignait. Il était dans le Balantakunda. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé aussi une organisation paysanne qui était là-bas. J'ai intégré l'organisation paysanne. Et là, il y a eu un concours, un programme sur le microcrédit avec CRS. Et ils ont dit qu'ils vont faire un test. Et c'est là mon premier poste. Donc, quand j'ai fait les tests, je suis sortie première et on m'a pris comme coordinatrice de la zone sur le microcrédit. Donc, c'est là où j'ai commencé à travailler. J'ai fait beaucoup de choses là-bas. Et oui, et j'ai fait avancer vraiment le crédit dans la zone. Et malheureusement pour moi, en 98, j'ai perdu mon mari à cause du conflit casamançaise. Et je suis rentrée au Bercail encore, avec toute la famille et les enfants. Là, je n'avais plus d'emploi, je n'avais pas mon mari, j'étais seule avec les enfants. C'était encore dur pour moi. Mais je n'ai pas baissé les bras. Donc, je faisais toutes sortes de travail pour pouvoir gagner. Je lavais les linges à des gens. Je préparais les noix de Netetou pour Djaï. Je partais dans le fleuve chercher du petit poisson, vendre les coquillages pour vendre et avoir des revenus pour subvenir aux besoins de la famille. Et j'ai fait une année. Ensuite, Ajac a appris le travail que je faisais de l'autre côté et ils avaient besoin d'une personne expérimentée à la matière. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à ma recherche. L'agroécologie. C'est de là que je voudrais prendre. Voilà. Parce que chaque fois qu'on faisait une réunion technique, c'était les hommes de terrain qui donnaient des comptes rendus sur le travail des femmes. Et je n'étais pas satisfaite. Un jour, je me lève, je dis à mon président, moi je veux aller sur le terrain. Il me dit non, toi ton travail c'est ici. Je dis d'accord, je vais faire mon travail d'ici, mais je vais aller sur le terrain. Quand vous dites votre travail d'ici, c'était le travail de bureau. De bureau. Et sur le terrain, c'était l'agroécologie. C'était l'agroécologie, c'était l'accompagnement des femmes. Et quand je me lève le matin, si je n'ai pas d'urgence, je m'accompagne avec les techniciens, on allait sur le terrain pour rencontrer les femmes qui étaient dans les blocs maraîchers, ceux qui faisaient de l'agriculture. Et de là, j'animais des thématiques, j'accompagnais les femmes dans les activités. À un moment donné, quand on revenait pour faire la restitution, c'est moi qui faisais la restitution. Et au fil du temps, j'ai dit, je ne veux plus le bureau. Moi, je préfère être sur le terrain. Et j'ai abandonné mon poste de bureau et je me suis concentrée. Et là, on m'a donné responsable, on m'a nommé comme responsable de la pratique agroécologique au niveau de l'Ajac. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette pratique agroécologique? Ce qui m'intéressait dans cette pratique agroécologique, c'était cette question écologique, de la préservation de l'écologie. Mais cette question du savoir et savoir-faire des femmes qui n'étaient pas extériorisées, qui n'étaient pas connues par les gens. Donc, il fallait les pousser à ce qu'elles puissent sortir tout ce qu'elles avaient comme savoir et savoir-faire pour que les nouvelles générations en profitent. Pour les valoriser. Et les caractériser, mais aussi pour pouvoir donner la femme la place qu'il faut. C'est pas parce que tu n'as pas été à l'école que tu n'as pas de connaissances. C'est pas parce que tu n'as pas été à l'école qu'on ne doit pas te responsabiliser. Donc c'était mon combat. Donc c'est ce qui faisait que j'étais vraiment sur le terrain et j'accompagnais les femmes, j'animais les femmes. À un moment même, au niveau de mon village, il y a eu
Tu sais, la terre, c'est pas... les femmes n'ont pas accès à la terre, traditionnellement. Elles n'ont pas droit. Donc, chez nous, les femmes louaient des parcelles pour faire leur bloc maraîcher. Quand vous dites chez nous, c'est à Niaguis. Chez moi, à Niaguis. Les femmes louaient les terres pour faire leur bloc maraîcher, ou bien elles demandaient qu'on les prête une terre pour 5 ans. Et là, il y avait les partenaires tels qu'Ajak qui accompagnaient, qui faisaient des puits, qui faisaient de l'irrigation, qui faisaient le grillage pour les femmes. Au bout de 5 ans, le propriétaire qui a planté des agrumes à l'intérieur et que les femmes entretenaient ces agrumes, quand les agrumes commencent à donner fruit, il demande aux femmes de quitter. Et quand les femmes quittent, elles n'amènent rien avec elles. Il faut qu'elles reprennent à zéro. À un moment, j'ai dit non, ça ne peut pas continuer. Donc j'ai eu à m'opposer à un des cas qui m'a beaucoup fatiguée dans ma vie. Ça a freiné beaucoup de choses en moi jusqu'à ce qu'on dit que moi je suis en train de monter les femmes contre les hommes. Alors que ce n'était pas ma vision. C'était vraiment comment on pouvait aider ces femmes qui sont là en train de travailler au profit de leurs exploitations familiales, mais de leur communauté aussi. Comment on pourrait les mettre à l'aise pour qu'elles puissent autonomes, en fait, et qu'elles ne dépendent pas des autres. C'était ça mon combat. Mais je n'étais pas bien compris. J'étais conseillère dans ma commune, mais là même, cette opposition a fait que je n'ai pas occupé de poste. Ils n'ont pas voulu me donner un poste dans la mairie parce qu'ils disent que je vais monter les femmes contre les hommes. Mais cela ne m'a pas découragée. Et aujourd'hui, Dieu a fait que je me suis battue. J'ai dit que bon, puisque c'est comme ça, j'ai cherché de la terre à acheter avec la mairie. Et on m'a octroyé 3 hectares où j'ai mis en place une ferme agroécologique au nom des femmes. Ce n'est pas une ferme à moi, mais je l'ai achetée pour les femmes. Et aujourd'hui, au niveau de cette ferme, Dieu merci, c'est vraiment la ferme pilote du mouvement Nous sommes la solution, où nous sommes en train d'expérimenter tout ce qu'on a comme savoir et savoir-faire sur les bonnes pratiques agroécologiques au niveau de notre localité, mais au niveau même de l'Afrique. Et combien de femmes s'activent dans cette ferme à l'heure actuelle? Aujourd'hui, est-ce que je peux te dire un nombre? Parce que tout le mouvement s'active autour de cette... Chaque année, nous avons un camp international qui regroupe plus de 100 personnes qui viennent pour qu'on renforce leurs capacités. Parce que Dieu a fait que, comme j'ai l'amour de l'agroécologie, j'ai reçu pas mal de formations et je suis même formatrice. Donc je forme des gens, j'ai un groupe de formateurs au niveau de la Casamance naturelle de 25 personnes que je forme tous les ans avec des modules différents et qui sont en train aussi de mettre en œuvre leurs connaissances auprès d'autres acteurs. Donc si on dit combien de personnes qui tournent autour de cette ferme, il me serait un peu difficile de vous le dire. Mais il y a des sessions de formation aujourd'hui au niveau de la région. Beaucoup d'ateliers, même de formation, s'organisent au niveau de la ferme, au niveau de Ziguinchor. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire donc, lorsqu'on parle du thème de cette assemblée, qui est pour la protection de nos terres, de nos eaux et de nos forêts, que cela répond de manière globale à votre vision en fait? Tout à fait. Tout à fait. Et en quoi est-ce écoféministe? Est-ce que vous définiriez cela? Oui. En quoi cela est écoféministe? Je te dis que par rapport... pour moi, ma perception, l'agroécologie, c'est l'agriculture vivrière ou l'agriculture de consommation que les femmes rurales faisaient avant. Alors que l'agriculture conventionnelle a été pratiquée par les hommes. Parce que là, c'était l'argent qu'ils cherchaient, alors que les femmes cherchaient comment nourrir dans les meilleures conditions leur famille. C'était l'agriculture vivrière, l'agriculture de consommation. Et au niveau de cette pratique de l'agriculture de consommation, c'est la préservation de l'écosystème, la préservation de la biodiversité. C'est ce qui a fait que la femme, on lui a donné le rôle de gardienne de la semence. Donc aujourd'hui, je peux dire que cette pratique agroécologique, elle est écoféministe. Donc les pionnières, c'est les femmes. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire
ça démontre carrément que tout ce qu'on parle de l'agroécologie, ça y est dans les mains des femmes et ces femmes rurales-là. Donc on pense qu'aujourd'hui, si nous voulons vraiment promouvoir cette agroécologie, nous devons penser à la femme, surtout la femme rurale. Comment on doit responsabiliser cette femme, comment on doit outiller cette femme, comment on doit accompagner cette femme à pouvoir extérioriser tout ce qu'elle a comme savoir et savoir-faire au profit des nouvelles générations pour qu'on puisse aller vers cette souveraineté dont on parle. Exactement. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est un peu démontrer ces savoirs et savoir-faire dont je viens de dire. On n'a pas été à l'université pour avoir ces connaissances que nous avons. La connexion qui est entre la nature, entre les différentes plantes, entre les êtres vivants au niveau de la nature. Tout ça, c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école, mais c'est des connaissances qui sont transmises depuis des générations. Et aujourd'hui, on commence à voir que c'est des connaissances qui sont en train d'être effritées et que nous devons comment on dit? On doit les refaire vivre au profit des nouvelles générations. Donc, c'est par ces actions, par ces espaces, seulement que nous pouvons avoir la chance de pouvoir vraiment permettre à ces femmes de s'épanouir, d'avoir leur propre espace, de pouvoir faire tout ce qu'elles veulent faire par rapport à la pratique agroécologique. Pour te dire que dans ces fermes, nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage, nous avons la pisciculture, nous avons l'agroforesterie. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de nos forêts, il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition. Donc, nous faisons des pépinières agroforestières et pendant l'hivernage, on fait des reboisements participatifs. Et ensuite, on fait de la transformation, on fait la préservation des semences paysannes, on fait de l'apiculture parce que les abeilles ont leur rôle à jouer par rapport à tout ce que nous faisons. Mais aussi, nous travaillons sur la production des biofertilisants et des bioprotecteurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le travail tourne autour des biointrants chimiques, des intrants chimiques. Donc, il faudrait qu'on travaille dans ce sens comme alternative aux intrants chimiques. Merci beaucoup, Madame Sonko. Alors, quel serait le mot de la fin? Vous avez parlé, nous sommes ici à l'Assemblée des femmes des femmes africaines, et on s'est rendu compte qu'il y a un besoin important de fédérer les énergies et d'avoir cette vision panafricaniste pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, si vous deviez parler aux décideurs politiques, aux bailleurs de fonds qui nous écoutent, quels sont les 3 axes prioritaires que vous définiriez? Quiconque souhaite vous aider, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Le premier axe, c'est vraiment promouvoir la pratique agroécologique. Ça, c'est le premier axe. Et qu'on les intègre dans nos politiques agricoles, que ce soit local, national ou international. Parce que c'est le soubassement de nos actions. Actuellement, on ne peut rien faire sans que tout ce qu'on est en train de faire n'est pas dans nos politiques. Donc ça, c'est vraiment le premier maillon sur lequel je dois demander à nos États, à nos gouvernants, à nos bailleurs de fonds de nous aider à ce que l'agroécologie soit inscrite dans nos politiques agricoles. La deuxième chose, c'est la couche femme. Et surtout les femmes rurales. Comment on doit accompagner à ces femmes rurales pour leur donner plus de confiance en elles, plus de responsabilité en elles, mais plus de moyens de production pour qu'elles puissent aussi se prendre en charge. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, vraiment, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de quelque chose qui nous vient d'ailleurs. Dieu nous a tout donné. Donc, comment on doit accompagner cette jeunesse à mieux comprendre les impacts de la pratique agroécologique pour un développement harmonieux et durable.
Parce que le discours qui est dans la tête de cette jeunesse n'est pas un discours africain. C'est un discours occidental. Et ce sont des rêves d'ailleurs. C'est des rêves qui ne tiennent jamais. Mm-hmm. C'est ce qui fait que nos enfants ne veulent pas travailler tout ce qu'on a devant nous. Ils sous-estiment nos potentiels pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ce n'est pas de leur faute. C'est ce qu'on les a appris à l'école. Que tout ce que nous avons n'est pas bon, mais c'est ce qui nous vient d'ailleurs qui est bon. Alors ça, il faut qu'on les formate. Comment on peut arriver à formater notre nouvelle jeunesse? C'est introduire des modules dans nos curricula de formation pour qu'on puisse quand même éduquer nos enfants, nos jeunes, vraiment vers un développement harmonieux et durable. Exactement. Au lieu de les former dans des filières qui n'emploient pas, tout à fait. Les former dans des filières qui ont besoin de main-d'œuvre. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Mme Mariama Sylla. Ce dont vous parlez, c'est un rôle de transmission aussi. Tout à fait. C'est un rôle d'accompagnement que l'État doit faire. Ouais. Et c'est vraiment épouser la souveraineté. Tout à fait. Au lieu juste de parler de souveraineté alimentaire, mais d'avoir la souveraineté de nos idées. De nos idées. Et de nos ambitions. Exact. Donc, c'est un énorme plaisir de vous avoir parlé. Le deuxième cri de cœur, c'est par rapport aux engrais d'accompagnement des agriculteurs. Je pense qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple du Sénégal, nous avons des structures qui sont là, qui ont les capacités de produire des produits écologiques ou biologiques que l'État doit accompagner au lieu de se miser sur des opérateurs que tu ne maîtrises pas. Les différents ingrédients qu'ils utilisent dans leurs intrants, soi-disant que c'est bio ou écologique. Mais comment accompagner ce processus qui est là? Comment mettre en place des entreprises agroécologiques? Je pense que c'est ça qui va nous amener à pouvoir installer l'agroécologie paysanne au niveau de nos pays et au niveau de l'Afrique. Et vous parlez d'expérience. Donc, merci beaucoup, Madame Mariama Sonko. C'était un plaisir et un honneur de vous rencontrer. Merci beaucoup, Maman Rama. Merci beaucoup. Merci et à très, très infiniment. bientôt. Merci.